Sud FM. Il est 18h. Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Les titres de ce journal. Attaque du poste de gendarmerie dans le département de Bakel par des jeunes. Le procureur a requis un an d'emprisonnement, dont 3 mois ferme. Une autre attaque, cette fois-ci au niveau des champs de Randar par des chenilles et insectes. C'est à Louga, plus de 12 000 hectares de cultures dévastées, des cultures de niébé très endommagées. Les producteurs font face à des risques de ressemis. Plus de 30 millions d'arriérés de salaire, c'est ce que réclame le collectif des employés de l'ISEC. Ils sont restés 8 à 15 mois sans salaire. Le collectif va saisir la justice et menace de bloquer la reprise des cours le 1er septembre prochain. Coup d'État au Mali et démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union africaine a décidé de suspendre le Mali. Cette suspension va s'étendre jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays. Il y a une seule question essentielle pour le pays, une seule urgence, la question sécuritaire. Selon l'analyste politique Yorodia, le Mali doit bâtir une armée forte capable de défendre son territoire. Il sera l'invité de ce 18h à suivre en fin d'édition. Info Écho avec Hapseli Manouane va boucler cette édition. Voilà pour les titres. Est à la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Procès des 19 jeunes dans le département de Bakel interpellés pour avoir attaqué le poste de gendarmerie d'Arundou. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement, dont 3 mois ferme. L'affaire est mise en délibéré pour le 2 septembre prochain. La Covid-19 au Sénégal, les chiffres ne cessent de grimper. 141 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, dont 2 importés et 83 issus de la transmission communautaire. Le pays déplore 2 nouveaux décès. Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1463 tests réalisés, 141 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 58 cas contacts suivis par nos services et 83 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Kolda en a 10, Ziguinchor en a 10, Kédougou en a 9, Kaolack 5, Guédiawaye 4, Saint-Louis 4, Thiès 4, Tivaouane 4, Popenguine 3, Diouloulou 2, Les Maristes 2, Ouest Foire 2, Richard Toll 2, Rufisque 2, Sacré-Cœur 2, Touba 2, Yeumbeul 2, Bounkiling 1, Guinguinéo 1, Liberté 5, 1, Liberté 6, 1, Mbao, 1, Mbour, 1, Médina, 1, Mermoz, 1, Ndofane, 1, Ngor, 1, Ouakam, 1, Parcelles Assainies, 1, Point E, 1 et Yoff, 1. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 18 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 446 cas ont été déclarés positifs, dont 7 877 guéris, 258 décédés et donc 4 310 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande aux populations le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective
qui implique entre autres le port obligatoire et correct du masque bien ajusté couvrant la bouche et le nez. Je vous remercie de votre attention. Sud FM. À Louga, plus de 12 000 hectares de culture ont été dévastés par des chenilles et des insectes, obligeant ainsi les producteurs à des ressemis. 4 unités de la DPV sur place pour lutter contre les déprédateurs. Lamine Gueye Saman. À Khanda, dans l'arrondissement de Mbédiène, département de Louga, plusieurs champs ont été la proie de déprédateurs. En pleine période de floraison, les cultures en général, le niébé en particulier, ont été sérieusement endommagées par des chenilles et des insectes. Sayer Seck, cultivateur, par ailleurs chef du village de Khanda. Au début, c'était des papillons qui se mettaient à pondre dans les champs. Après l'éclosion, ça a donné les chenilles. C'est là que l'attaque a commencé. Et bonjour les dégâts. Les chenilles ont commencé à manger les niébés et l'arachide. Mais les insectes attaquent surtout les niébés. Vous l'avez constaté vous-même. Très inquiets, ces cultivateurs font face à des risques de ressemis, synonyme de dépenses supplémentaires et non prévues. Sayar Sek. Là, nous sommes obligés d'aller acheter encore des semences pour recommencer à zéro. Avec cette situation, les paysans se sont découragés. C'est triste vraiment. Faire un travail immense et après voir les chenilles l'attaquer comme ça. Khanda partage la même situation avec les arrondissements de Koki et de Sakal. Au total, près de 12 000 hectares sont infectés dans le département de Louga. À en croire le chef de service départemental de l'agriculture, 4 unités de la direction de la protection des végétaux sont prépositionnées dans les 4 circonscriptions administratives pour vaincre ces ennemis des cultures. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Saisie d'une centaine de kilogrammes de chanvre indien à Moyot-Fara dans l'est du département de Goudomp dans la nuit du 17 au 18. La drogue a été convoyée par 4 individus. L'un d'eux a été interpellé et placé en garde à vue. La brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou, qui a réalisé cet important coup de filet, réaffirme son engagement à démanteler cette plaque tournante du trafic international de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau via le Sénégal. Moussa Dramé. Cette saisie remonte à la nuit du lundi à mardi aux environs de 3 heures du matin au village de Moyafara dans la commune de Kolibantan, dans le nord-est du département de Goudomp. Les agents de la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou ont organisé des planques pour appréhender des trafiquants qui ont fini d'en faire leur zone de transit. La première opération a permis d'interpeller 2 sujets à bord d'une moto cylindrée avec 55 kg de chanvre indien. L'obscurité aidant, les 2 hommes ont réussi à se fondre dans la nature, laissant derrière l'engin et le produit. Une demi-heure plus tard, les hommes de la brigade des stupéfiants de Sédhiou arrêtent 2 autres individus à bord d'une moto cylindrée avec 55 kg de l'herbe prohibée. L'un d'eux se dérobe dans la forêt, mais le second qui conduisait la moto est très vite appréhendé. Il s'agit d'un ressortissant bissau-guinéen âgé de 27 ans présentement en garde à vue. Il déclare s'être approvisionné en Gambie et faisait route pour Bissau, la capitale de la Guinée, ce qui porte à 100 kg le cumul de la saisie de cette soirée-là. La valeur marchande peut dépasser les 6 millions en fonction des marchés, dit-on, a rappelé enfin que ce trafic international des stupéfiants se développe entre la Gambie et la Guinée-Bissau avec un transit à l'intérieur du Sénégal. Bien d'autres saisies avaient été opérées dans cette même zone du Pakao et les agents de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Ocrotis n'entendent point leur céder une marge de manœuvre. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, le collectif des employés de l'ISEC réclame plus de 30 millions d'arriérés de salaire. Il dénonce aussi l'absence de contrat de travail après 4 années au service de l'établissement d'enseignement supérieur. Le collectif compte saisir les juridictions compétentes. Un pool d'avocats va porter le dossier devant les cours et tribunaux. Les travailleurs menacent de bloquer la reprise des cours ce 1er septembre si le président directeur général Mamadou Diop n'apporte pas une réponse à leurs revendications. Le collectif a fait face à la presse ce matin à Setouguiba. Un rassemblement pour réclamer plus de 30 millions d'arriérés de salaire perturbés par les agents de sécurité. La gestion partisane des salaires du PDG de l'ISEC, Mamadou Diop, a été la goutte d'eau de trop. Le samedi dernier, Diop, ISEC
l'ISEC s'est permis de convoquer une partie des sportifs à Sacré-Cœur pour les payer. Un manque de respect notoire à notre endroit. Ces travailleurs en sont à 8 voire 15 mois d'arriérés de salaire. Pape Madogol Diop, porte-parole du collectif. Nous, travailleurs de l'ISEC, réclamons plus de 30 millions de francs CFA d'arriérés de salaire de 8 à 15 mois. Nous dénonçons l'absence de contrat de travail après 4 ans et plus de durs et loyaux services rendus à l'ISEC à son président directeur général Mamadou Diop. Des stagiaires ayant fait plus de 6 mois dans la boîte ne sont pas régularisés. Aujourd'hui, ils sont à plus d'1 an de fonction à ISEC dans des départements stratégiques. Les tentatives d'interpeller le PDG de l'ISEC par le biais de son avocat ont été vaines, mais le collectif ne compte pas en rester là. Le collectif va saisir les juridictions compétentes avec un pôle d'avocats pour porter le dossier devant les cours et tribunaux. Nous tenons à informer à M. Diop qu'il nous payera de gré ou de force et dans les plus brefs délais. Au cas contraire, par tous les moyens, nous n'excluons aucune méthode dont le blocage de la reprise des cours du 1er septembre annoncé par le ministre de l'enseignement supérieur. Ces travailleurs de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion semblent véritablement déterminés à retrouver leurs droits après plusieurs années au service de cette école de formation. Le collectif des employés de l'ISEC qui réclame plus de 30 millions d'arriérés de salaire. Les établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, eux, attendent toujours de l'État le paiement du reliquat pour l'année académique 2018-2019. Ces établissements ont déjà reçu une avance de 50%, plus les subventions dans le cadre de la Covid-19. Concernant les enseignements en ligne, ils se déroulent bien dans l'ensemble, à part quelques difficultés selon le porte-parole du cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, Daour Diop, joint par Mame Diarra Da Silva. Pour la prise en charge des étudiants orientés par l'État pour l'année académique 2018-2019. Donc pour l'essentiel et pour tous les établissements concernés, il y a des avances de 50% qui ont été payées aux établissements. Je dis bien pour l'année académique 2018-2019. Maintenant, parallèlement à ça, il y a des subventions aussi que l'État a accordées aux établissements privés d'enseignement supérieur qui remplissent un certain nombre de critères, subventions dans le cadre de la Covid-19. Ça, nous l'avons reçu. Maintenant, il reste naturellement le reliquat de l'année académique 2018-2019 et c'est ce que l'État nous doit en termes de prise en charge pour 2019-2020. Alors, concernant les enseignements à distance, ça se passe comment? Depuis le mois de juin, donc dans les établissements privés d'enseignement supérieur, nous sommes en train de dérouler les cours en ligne. Dans l'ensemble, ça se passe bien, même s'il y a des problèmes quand même qu'il faut peut-être souligner, donc des problèmes de connectivité, surtout pour les apprenants, les étudiants qui n'ont pas le matériel ou en tout cas la possibilité de se payer une connexion. Ça, ce sont des problèmes donc que nous rencontrons et auxquels nous cherchons à apporter des solutions. Sud FM. L'Union africaine a annoncé aujourd'hui la suspension du Mali après le coup d'État mené par des militaires la veille qui a conduit le président Ibrahim Boubacar Keïta à la démission. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'Union africaine ont précisé dans un message relayé sur Twitter que cette suspension s'étendra jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays. De plus, l'Union africaine demande la libération du président Keïta, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement détenus de force par l'armée. Après le coup d'État au Mali et l'installation du Comité national du salut du peuple qui souhaite assurer la transition, il y a une seule question essentielle pour le pays, une seule urgence, la question sécuritaire. Le Mali doit bâtir une armée forte capable de défendre son territoire, affirme Yoro Dia, analyste politique. Il rappelle également que la situation au Mali pourrait avoir des impacts directs au Sénégal. Yoro Dia est interrogé par Issegna. Les gens qui ont fait le coup d'État, parce qu'il faut l'appeler comme ça, vont tirer les leçons de 2012. 2012, c'était la même situation, mais les gens qui avaient pris le pouvoir en 2012 avaient oublié l'essentiel. C'était quoi l'essentiel pour le Mali?
le tiers du pays avait été occupé et perdu. Donc les gens qui avaient fait le coup d'État en 2012 dénonçaient ça, le fait qu'ils n'avaient pas de moyens. Mais quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient oublié l'essentiel. J'espère que cette fois-ci, bon quand même il y a eu un truc de qualité, parce que cette fois ce sont des colonels et les généraux qui ont fait le coup, et j'espère qu'ils ne vont pas oublier l'essentiel. C'est quoi aujourd'hui l'essentiel pour le Mali? C'est une question de survie. Ça veut dire qu'aujourd'hui le Mali ne contrôle presque plus de la moitié de son territoire. Et pour moi c'est la seule urgence pour le Mali. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment le Mali va faire pour rebâtir une armée, rebâtir une administration et se donner les moyens de défendre son territoire. Parce que l'histoire le montre aujourd'hui, il y a les forces des Nations Unies, il y a la France, il y a le Sénégal, mais l'histoire montre que les forces expéditionnaires finissent toujours par partir. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que la denrée la plus précieuse pour le Mali, c'est le temps. Le Mali doit profiter de cette situation où tu as la présence de l'ONU, de la France, du Sénégal et des autres pays pour bâtir une armée qui lui permettra de contrôler son pays quand la force expéditionnaire partira. Parce que la force expéditionnaire partira tôt ou tard. Pour moi, c'est la seule urgence. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, j'ai toujours pensé que pour la France, pour les États-Unis, le Mali était un problème de politique extérieure. Mais pour nous, Sénégal, le Mali est un problème de sécurité nationale. Si le Mali s'effondre, le Sénégal se retrouve en première ligne. Et je pense que les autres du Sénégal commencent à le comprendre en bâtissant de façon accélérée un camp à Goudiri. Yoradja, analyste politique à suivre en fin d'édition. Il est l'invité de ce 18h. La communauté malienne établie dans la banlieue parle d'éternel coup d'État. Ces Maliens, dont une grande partie sont issus de Tombouctou, veulent une stabilité dans leur pays et évoquent le retour de l'opposant Soumaïla Cissé. Moussa Thiam. La situation du Mali préoccupe au plus haut niveau ses ressortissants basés au Sénégal et précisément dans la banlieue. Abdoulaye Diop, vendeur de Tangana établi à Buntu Pekin, avait vu venir la semaine passée. Un éternel recommencement avec les coups d'État, en n'en plus finir, s'indigne Ousmane Cissé, lui aussi vendeur de Tangana. Le coup d'État, premier coup d'État en 68, c'est le Modibo Keïta. C'est lui qui a pris l'indépendance au Mali. Premier. En 91, Moussa Traoré, il a aussi fait le coup d'État. En 2012, Amadou Toumani Touré. Vraiment, on est fatigué avec le coup d'État. Il faut que les Maliens, ce soir même, conscience pour qu'on sait que les pays là, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas les Français. La communauté Sonra est communément appelée Koroboro, nord du Mali, précisément à Tombouctou. Ousmane Cissé fait partie de cette communauté. Il est difficile de se rendre chez eux sans pour autant croiser les coupeurs de route, alerte-t-il. Nous, on est plutôt parce que quand il y a quelque chose, on va prendre ça. Quand il y a bon moto, on prend. Bon véhicule, on prend. Les téléphones, on prend. Tout ce qu'on a mené chez nous, les gens, ils prennent ça. Et puis que les Kadhafi, les morts, jusqu'à maintenant, on est mal. Il faut que les gens sachent que les Maliens, là, on est fatigués quand même. Ces derniers veulent une stabilité dans leur pays et évoquent le retour du leader de l'opposition porté disparu il y a plus de 5 mois. On demandait une autorisation malienne avec les présidents Union africaine, Union européenne. Il faut qu'on ait qu'à soutenir notre pays parce que les pays, on est mal. Nous, on est là, on ne sait pas même qu'est-ce qu'on va faire. Parce que même notre grand leader même, dépend de Soumaïla Cissé. Maintenant, on ne sait pas même il est où. Pendant 5 mois, on ne sait pas, il vit ou bien il est mort. Les gens, ils font que tout pour amener Soumaïla d'abord. Vraiment, on a besoin de Soumaïla. Pour sa part, Abdoulaye Diop n'accorde aucun espoir avec la prise du pouvoir par les militaires. Les militaires peuvent confisquer le pouvoir, s'inquiète-t-il. Ce dernier estime qu'il fallait laisser le président Ibeka finir son mandat pour ne pas un peu perturber le jeu démocratique. La communauté malienne établie en banlieue souhaite un retour à la normale dans leur pays. Ces ressortissants maliens établis à Pékin nourrissent aucun espoir de voir leur pays décoller. Banlieue dakaroise et la Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Tambacounda, la région malienne au Sénégal, les Maliens n'apprécient guère le coup de force, même s'ils estiment que leur pays sombrait dans une indescriptible malgouvernance. Ils invitent les militaires putschistes tenants du pouvoir à organiser des élections dans les meilleurs délais et sollicitent des autorités sénégalaises une bonne lecture de la situation liée à la fermeture des frontières. Boubacar Tamba. Les nombreux Maliens résidant à Tambacounda regrettent la situation qui sévit présentement au Mali. Samba Koulibaly, le président du Haut Conseil des Maliens de Tambacounda, confirme. Malheureusement, on est douchis parce qu'on n'est pas attendu à ça. Parce que donc un président qui est élu démocratiquement
donc être référé au coup d'État ou bien il forcer de faire une division, vraiment, bon, c'est regrettable. Ça vous fait mal? Ça, oui, ça fait nous mal, mais aussi c'est pas bon pour les Maliens. Mais, ajoutera-t-il, le régime de IBK depuis 7 ans, donc malheureusement il n'y a pas de moyens, je suis obligé de le faire. Parce que les peuples souffrent bien, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il y a tout. Rien ne marche. Rien ne marche, c'est un mal gouvernance. Donc on est obligé de faire, on est obligé, mais sinon ça ne va pas, c'est pas bon. Pour les Maliens de Tambacounda, il faut restituer le pouvoir aux civils. Samba Coulibaly. Rapidement organiser les zones, remettre au pouvoir aux civils, c'est ça quoi. De l'avis des Maliens de Tambacounda, l'isolement du pays par la CEDEAO n'est pas une bonne alternative. Mais c'était vu les figures de drapeau des Maliens et du Sénégal, parce que c'est la même couleur. Bon, donc surtout coopération entre Mali et Sénégal. Bon, toutes les nécessaires, surtout les nécessaires de Mali, ça passe par là. Donc aussi encore, Mali et Sénégal aussi encore. Donc il est intéressé à Mali, Mali est intéressé au Sénégal. Pour fermer les frontières, ça ne va pas. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Après la démission du président IBK, les Bamakois réagissent. La nouvelle du versement appréciée, mais l'espoir demeure chez certains au Mali. Sori Ibrahima Meiga. Démission du président IBK, annonce de la mise en place future d'une transition civile, instauration d'un couvre-feu, continuité des relations avec les partenaires internationaux, le Mali désormais face à son destin. Les Maliens accueillent la nouvelle de façon diverse. Ce nouveau départ, certes normal, sera difficile selon cet agent commercial. Pour moi, je pense que c'est pas du tout facile d'abord. Pour le moment et le début, parce que tous les partenaires, je pense que la CEDEAO, que ce soit les communautés internationales qui ferment les portes contre le Mali concernant ces coups d'État, parce que je pense que c'est un coup d'État. Donc du coup, pour le début, c'est pas du tout facile. Mais je pense que pour IBK aussi, IBK il n'était pas du tout un président adéquat, parce que c'était un président qui n'était pas autoritaire, qui n'était pas responsable, je peux dire, pour diriger ce pays, parce qu'il avait failli vraiment à toutes ses missions. Yassa Diabaté manifeste sa joie après la nouvelle et formule ses prières pour un bon nouveau président. Je suis très content du départ d'IBK, mais nous demandons à Dieu de nous choisir un bon président à la destinée du Mali. Youssouf Djiré, quant à lui, appelle à l'unisson toutes les forces vives de la nation. Débat dont Djamana est la situation taboulomaï. Tout le monde est conscient de la situation du pays. J'appelle à l'unisson les religieux, la société civile et tous les Maliens à trouver les voies et moyens pour sortir de cette impasse. IBK dans le passé, quelles seront les conséquences pour les multiples défis à relever, notamment la sécurité? Beaucoup de Bamakois s'interrogent. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, forcé à démissionner à la tête de l'État malien, les militaires putschistes ont justifié le coup d'État opéré ce mardi. Dans leur première sortie, ils ont décrit un Mali perdu, sans repère, plongé dans le chaos, d'où leur décision de reprendre les choses en main pour, disent-ils, redresser le pays. Regroupés au sein du Comité national pour le salut du peuple, ces militaires ont annoncé qu'ils assurent désormais la continuité de l'État et des services publics. Dans leur première déclaration, leur porte-parole, colonel-major Ismaël Ouagui, a annoncé que toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre et un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Nous l'écoutons. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP,
avons nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques, sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos parties de stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes qu'organiques et coopérationnelles. Maliennes et Maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux sont respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Nous sommes attachés au processus d'Alger. La paix au Mali est notre priorité et elle se fera avec vous. La CEDEAO a sorti un communiqué pour condamner et brandir des sanctions contre les militaires putschistes. Le pays est suspendu de tous les organes de décision, les ponts coupés, les frontières fermées, le flux et transactions économiques et commerciales arrêtées. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de l'analyste politique Yorodia. Il répond aux questions de Adjaï Seignan. Yorodia, bonjour. Bonjour, Issa. Vous êtes analyste politique et au lendemain du coup d'État survenu au Mali, le Comité national du salut du peuple affirme assurer une transition dans un délai raisonnable. Est-ce que la situation augure de lendemain stable au Mali? Et je pense que les gens qui ont fait le coup d'État, parce qu'il faut l'appeler comme ça, vont tirer les leçons de 2012. 2012, c'était la même situation, mais les gens qui avaient pris le pouvoir en 2012 avaient oublié l'essentiel. C'était quoi l'essentiel pour le Mali? Le tiers du pays avait été occupé et perdu. Donc les gens qui avaient fait le coup d'État en 2012 dénonçaient ça, le fait qu'ils n'avaient pas de moyens. Mais quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient oublié l'essentiel. J'espère que cette fois-ci, bon quand même il y a eu un truc de qualité, parce que cette fois ce sont des colonels et des généraux qui ont fait le coup, et j'espère qu'ils vont pas oublier l'essentiel. C'est quoi aujourd'hui l'essentiel pour le Mali? C'est une question de survie. Ça veut dire qu'aujourd'hui le Mali ne contrôle presque plus de la moitié de son territoire. Et pour moi c'est la seule urgence pour le Mali. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment le Mali va faire pour rebâtir une armée, rebâtir une administration et se donner les moyens de défendre son territoire. Parce que l'histoire le montre aujourd'hui, il y a les forces des Nations Unies, il y a la France, il y a le Sénégal, mais l'histoire montre que les forces expéditionnaires finissent toujours par partir. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que la denrée la plus précieuse pour le Mali, c'est le temps. Le Mali doit profiter de cette situation où tu as la présence de l'ONU, de la France, du Sénégal et d'autres pays pour bâtir une armée qui lui permettra de contrôler son pays quand la force expéditionnaire partira. Parce que la force expéditionnaire partira tôt ou tard. Pour moi, c'est la seule urgence. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, j'ai toujours pensé que pour la France, pour les États-Unis, le Mali était un problème de politique extérieure. Mais pour nous, Sénégal, le Mali est un problème de sécurité nationale. Si le Mali s'effondre, le Sénégal se retrouve en première ligne. Et je pense que les autres du Sénégal commencent à le comprendre en bâtissant de façon accélérée un camp à Goudiri. Et justement, aujourd'hui, avec ce coup d'État, on sent que la communauté internationale a condamné, mais elle est surtout inquiète à cause de la question sécuritaire liée aux groupes djihadistes dans la zone. Est-ce que ce coup d'État va favoriser donc l'effondrement des efforts dans cette lutte? Non, mais je pense que si le coup d'État peut être à l'origine d'un choc psychologique, si le coup d'État peut être à l'origine d'un sursaut d'orgueil, comme disent les témoins de Jéhovah, si le coup d'État permet aux Maliens, comme disent les témoins de Jéhovah, réveillez-vous, il faut
que les Maliens se réveillent et comprennent qu'un pays ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Un pays ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Nous, on a eu des problèmes de sécession en Casamance. Le Sénégal s'est donné les moyens de régler le problème. Un pays ne peut pas compter sur l'intangibilité des frontières et de la colonisation, parce que quand les Érythréens ont gagné la guerre, ils ont créé l'Érythrée. Au Soudan du Sud, le Soudan a été divisé en deux parties. Il y a le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. L'intégrité du Mali dépend des efforts des Maliens et surtout de l'armée malienne. Et ça ne dépend pas de la France, ça ne dépend pas du Sénégal. Donc il faut que les Maliens soient conscients de ça et puis se ressaisissent et essayer de bâtir pour une armée. En 2012, la tension djihadiste, c'était à Kidal. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la carte du Mali, aujourd'hui, la tension djihadiste est arrivée jusqu'au Nioro du Sahel. Donc ça veut dire que depuis 2012, c'est pourquoi j'ai toujours pensé qu'à la limite, Ibeka n'avait pas le sens de l'histoire. Ibeka n'avait pas le sens de l'histoire. La seule urgence pour Ibeka, c'était la question sécuritaire. Il avait été élu en 2012 pour la question sécuritaire. Il avait été élu à la tête d'un pays qui a failli disparaître sans l'intervention étrangère. Et quand vous héritez d'un pays qui a failli disparaître sans l'intervention française, après 7 ans de pouvoir, un premier mandat et un deuxième mandat, et que la question sécuritaire continue de se détériorer et de s'aggraver, et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que puis le Mali a perdu 7 ans. Et 7 ans qui ont, peut-être les 7 ans qui sont les plus importants de son histoire. Parce qu'aujourd'hui, le Mali doit rebâtir en urgence une armée qui lui permettra de tenir dans une situation qui devient de plus en plus compliquée et qui devient de plus en plus difficile. Le coup d'État intervient alors que le M5 était engagé dans une contestation grandissante. Quelle attitude de ce mouvement aujourd'hui? Le M5 a beaucoup fragilisé Ibeka. Ça, il faut le dire. Le M5 a beaucoup fragilisé Ibeka. Si les militaires ont osé franchir le Rubicon pour faire la mutinerie et le coup d'État, parce que c'est des militaires, c'est des gens qui font de l'analyse de rapport de force, parce qu'ils ont compris que Ibeka n'avait jamais été aussi fragile. Donc, c'est le M5 qui a mis Ibeka à genoux et le coup d'État est venu parachever le projet, ce qui fait que le M5 a une légitimité indéniable. L'urgence pour les militaires qui ont fait le coup d'État, comme ils l'ont dit, c'est d'organiser les élections générales dans les délais raisonnables. Maintenant, il faut que ces gens-là aussi disent c'est quoi les délais raisonnables. Un délai raisonnable pour organiser des élections, c'est pas 5 ans, c'est pas... Voilà. L'urgence au Mali, comme j'ai toujours dit, la division à Bamako, les crises politiques à Bamako, les crises politiciennes à Bamako ne font que profiter aux djihadistes. Et depuis qu'il y a eu toute cette histoire du G5 Sahel, vous n'entendez pas les djihadistes, vous n'entendez plus d'attaques. Parce que ces gens-là se disent qu'à Bamako, les gens s'affaiblissent mutuellement. Et quand les gens s'affaiblissent mutuellement, nous, ça permet aux djihadistes d'être beaucoup plus forts. Donc il faut rapidement que les gens qui ont fait le coup d'État fassent une transition et organisent des élections pour que le Mali ait un pouvoir, un nouveau pouvoir légitime qui n'oubliera pas l'objectif essentiel, c'est la survie du Mali. La disparition du Mali n'est pas aujourd'hui une vue de l'esprit. Ça veut dire que c'est une hypothèse que les gens devraient commencer à envisager. Maintenant, ça ne dépend pas de la France, ça ne dépend pas du Sénégal, ça ne dépend pas de l'ONU, ça dépend de la volonté des Maliens et ça dépend aussi de leur sens des responsabilités, à dire que comme tout le monde, comme tous les pays sérieux, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir une armée capable de défendre notre territoire. Si le Mali n'a ça, le Mali risque de tout perdre. Yoro Dia, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. L'hivernage s'est bien installé dans le Fouladou et les différentes spéculations se comportent correctement d'après le directeur régional du développement rural de la région de Kolda, Brahim Mamoudouba. Les pluies sont au rendez-vous. Les 19 postes qui sont suivis sont largement excédentaires. Pour le département de Vélingara, nous sommes à un cumul de 459 mm. Dans le département de Médina Yoro Fula, nous sommes à 433,92 mm de pluie. Dans le département de Kolda, nous en sommes à 577,4 mm en 25 jours de pluie. Donc si on fait la moyenne de la région, nous sommes à 490,29 mm. Ces pluies sont bien réparties dans le temps et dans l'espace, ce qui configure un bon comportement des cultures. Si on s'en tient aux dynamiques des semis, l'arachide est en début de xynophorisation, le maïs en fin montaison, début floraison, le sorgho en montaison, de même que le mil pour ce qui concerne les premiers semis. Pour ce qui concerne les seconds
semis du 24 juin. Le mil, le sorgho sont en montaison, l'arachide en floraison. Les deuxièmes semis constituent les 80%, voire les 90% des emblavures au niveau de la région. Pour cette année, les emblavures ont vraiment augmenté. Le riz occupe une place importante dans ces emblavures. Le riz de plateau est en plein talage, tandis que le riz de bas-fond est toujours en cours de semis. Qu'en est-il de la situation phytosanitaire? Elle est pour le moment préoccupante. Des chenilles légionnaires sont signalées dans plusieurs localités de la région, en particulier dans le département de Médina Yoro Fula et de Kolda. Le service de la DPV est alerté et des dispositions sont annoncées dans les prochaines heures. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisser. Le rappel des titres, attaque du poste de gendarmerie dans le département de Bakel par des jeunes. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement dont 3 mois ferme. Une autre attaque, cette fois-ci au niveau des champs de Andar par des chenilles et insectes, c'est à Louga. Plus de 12 000 hectares de cultures dévastés. Les producteurs font face à des risques de ressemis. Plus de 30 millions d'arriérés de salaire, c'est ce que réclame le collectif des employés de l'ISEC. Ils sont restés 8 à 15 mois sans salaire. Le collectif compte saisir la justice et menace de bloquer la reprise des cours le 1er septembre prochain. Et puis coup d'État au Mali et démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union africaine a décidé de suspendre le Mali. Cette suspension va s'étendre jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le pays. Il y a une seule question essentielle pour le pays, une seule urgence, la question sécuritaire. Selon l'analyste politique Yorodia, le Mali doit bâtir une armée forte capable de défendre son territoire. Info Éco avec Rapsel Manuel a bouclé cette édition, mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 98.5.